Bonsoir à tous. Encore une fois, excusez-nous pour ce retard avec lequel nous débutons. Merci de nous rejoindre à ce 24e numéro de TOTB, le tout premier de l'année 2026. Et à tous ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois, nous vous souhaitons les bienvenus. Alors, vous l'avez certainement remarqué sur les affiches, euh, c'était marqué TOTB ou Think Out of the Box. C'est une activité ou un événement virtuel que le chapitre organise par son département ou par sa direction des formations. Et cette activité vise tout simplement à promouvoir le partage d'expériences, l'échange avec les professionnels de X ou Y domaine. Alors, raison pour laquelle on a tenu à organiser cette session. Et vous l'avez vu, aujourd'hui, nous avons un intervenant de taille qui est avec nous ce soir. Mais bien avant de commencer, nous allons présenter le PMI et après quoi, nous donnera une petite présentation de l'intervenant et nous allons chuter avec le moment d'échange, le moment tant attendu par tout le monde. Et après quoi viendra les questions des participants, quelques questions, et nous allons finir par là. Alors, je vais très rapidement partager mon écran. C'est quoi le PMI? Si vous voyez mon écran, faites-le moi savoir, juste avec un pouce levé pour que je sache que vous le voyez convenablement. Merci. Alors, le PMI, ou ceux qui le prononcent en français, le Project ou le PMI, c'est tout simplement le Project Management Institute, qui est une association de renommée mondiale dédiée à la gestion de projets. Et cette association a été créée en 1969 et le PMI vulgarise les standards, les normes, les certifications et tout ce qui est bonne pratique, pour ne pas dire les meilleures pratiques en gestion de projet. Le PMI aujourd'hui apporte comme ou est reconnu, on va dire, par ses certifications et par son impact majeur dans la réussite des projets, ou même des projets d'organisation. Parlons des certifications, le PMI, au sein du PMI, on retrouve 4 catégories des certifications. Nous avons les certifications qui requièrent au minimum, on va dire tout au plus, 3 années d'expérience. Ce sont les certifications que vous voyez en orange et la plus répandue est le CAPM. Elle est idéale pour les étudiants, soit les professionnels en début de carrière. Donc, si vous êtes étudiant ou vous venez à peine de commencer votre carrière en gestion de projet, cette certification-là, elle est idéale pour vous. Et après, nous avons la deuxième catégorie qui est celle tout en bleu, des certifications qui requièrent un peu plus de 3 années d'expérience ou à partir de 3 années d'expérience. Et la plus reconnue, la plus répandue est le PMP. Nous allons descendre un peu plus bas en retrouvant les certifications qui sont en gris. Là, on va dire, ce sont des certifications à un niveau un peu plus élevé ou à un niveau un peu plus senior qui demandent un peu plus de 8 années d'expérience. Et nous avons des spécialisations en violet. Et là, on va dire que ce sont des certifications, vous certifiez dans un domaine particulier de la gestion de projet. Alors, le PMI compte à ce jour plus de 700 000 membres à travers le monde et est représenté dans plus de 200 pays et compte à ce jour plus de 300 chapitres. Les chapitres, lorsqu'on parle de chapitres, c'est tout simplement la représentation locale du PMI au niveau d'un pays ou d'un territoire. Et à travers le monde, on compte plus d'1 million à ce jour, on compte plus d'1 million 800 000 certifiés. Et vous remarquerez avec moi que 1,6 million de certifiés, ce sont les PMP, donc la certification tout en bleu ici.
Les PMI est également composé des volontaires. Toujours à travers le monde, on compte aujourd'hui plus de 14 000 volontaires et des organisations multinationales. Où se trouve le PMI? Le PMI se trouve aux États-Unis, Newtown Square, à Philadelphie, et compte à ce jour cette région. On va dire, selon PMI, c'est considéré comme étant des continents. Alors, la flèche qui indique, vous voyez très clairement où est-ce que nous retrouvons. Nous nous retrouvons au niveau de l'Afrique subsaharienne, tout juste ici. Partant de la présentation de l'Afrique, partout vous voyez le logo du PMI, dites-vous qu'il représente un chapitre. Et nous comptons plus de 20 chapitres au niveau de l'Afrique et quelques chapitres qui sont encore en formation. Alors, mais concrètement, qui est PMI? PMI, c'est moi. PMI, c'est moi qui suis étudiante, moi qui suis professionnelle, moi qui suis une organisation, peut-être que je forme. PMI, c'est vous. PMI, c'est peut-être votre collègue de service, votre supérieur. PMI, c'est nous tous. Qui que vous soyez professionnel, que vous soyez étudiant, c'est nous qui composons PMI. Alors, comme je le disais tout à l'heure, que vous soyez professionnel, que vous soyez étudiant, que vous soyez, quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit votre profil, vous êtes les bienvenus à rejoindre cette grande communauté. Vous allez certainement me demander comment rejoindre le PMI. Alors, pour rejoindre le PMI, on rejoint de deux manières. Soit vous rejoignez en tant que volontaire, ou soit vous rejoignez en tant que membre. En tant que membre, avec excusez-moi, le nouveau modèle d'adhésion qui est entré en vigueur depuis février 2026. La première année d'adhésion, les membres professionnels payent 126 $ et les années qui suivent, 107 $. À noter que l'adhésion est annuelle et pour les étudiants, c'est à 17 $. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que le PMI peut concrètement m'apporter? Le PMI peut vous apporter des certifications, comme je l'ai dit un peu plus haut. Le PMI vous apporte des certifications professionnelles qui sont reconnues au niveau mondial et cela renforce vos compétences en gestion de projet. Le PMI vous donne accès à un réseau professionnel, à un réseau des professionnels, même des étudiants, ce qui vous permet de pouvoir tisser des liens, de pouvoir échanger et surtout avoir accès à un très grand réseau. Le PMI vous donne accès à des ressources qui sont des ouvrages, des références produites par PMI, des abonnements, des webinaires, des modèles, des documents, sans oublier l'accès à l'intelligence artificielle de PMI Infinity. Le PMI vous apporte également des réductions lors des conférences, des réductions lors des formations, mais aussi pour des ressources. Pour ceux qui souhaitent acheter des ressources, le PMI aussi apporte des réductions. Le PMI apporte aussi de l'expérience pour ceux qui rejoignent en tant que volontaires. Le PMI apporte de l'expérience et pas que cela. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de référencer sur votre CV l'expérience que vous allez acquérir au niveau du PMI. Et le PMI, en fait, vous apporte de la crédibilité et de la reconnaissance au niveau des organisations, mais également de la part des professionnels. Alors, notre communauté du PMI, chapitre de la RDC, comme je l'ai dit, le chapitre est tout simplement la représentation locale du PMI dans un pays, dans un territoire. Et notre chapitre, le chapitre de la RDC, a été créé en 2017. Donc, très bientôt, si pas l'année prochaine, le chapitre de la RDC aura 10 ans. Donc, c'est quand même à applaudir.
Mais nous avons jusqu'à ce jour près de 300 membres, ce qui est encore très peu, mais nous continuons à partager la bonne nouvelle et nous avons 15 partenaires avec des institutions académiques incluses. Nous avons des certifiés, oui, au niveau du chapitre de la RDC, il y a également des certifiés, les PMP, les PMOCP, les CAPM. Et au niveau du chapitre de la RDC, nous comptons 115 PMP. Alors, il y a certains peut-être qui nous rejoignent pour la première fois et se disent c'est la première fois que l'on découvre le PMI. Eh bien, vous pouvez nous retrouver sur les principaux réseaux sociaux que vous utilisez au quotidien. Facebook, YouTube, la chaîne WhatsApp, LinkedIn. Allez juste dans votre barre de recherche, tapez chapitre PMI-RDC ou PMI-RDC et vous allez voir toutes nos informations ou les informations concernant le chapitre, nos actualités au quotidien. Alors, notre chapitre, le chapitre de la RDC, compte 6 communautés des pratiques professionnelles. Qu'est-ce qu'on appelle communauté des pratiques professionnelles? C'est tout simplement des espaces d'échange, un peu comme vous le montre la photo, des espaces d'échange où les professionnels d'un domaine XY se réunissent pour discuter autour des sujets d'actualité et bien évidemment proposer des pistes de solutions. Et au niveau du chapitre, nous avons la CPP, donc Communauté des pratiques professionnelles génie civil. Nous avons la CPP Informatique, Communication et Télécom. Nous avons la CPP Leadership. Nous avons la CPP Genre. Nous avons la CPP Mining Industrie et gestion de la chaîne d'approvisionnement, sans oublier le club d'étudiants. Et oui, le chapitre a également pensé aux étudiants. Donc, les étudiants, si vous m'entendez, vous êtes les bienvenus. Il y a des merveilleux programmes conçus pour vous. Donc, chacun pourra se retrouver. Alors, au niveau de l'impact à travers le monde, vous remarquerez que les pays les plus développés, ce sont des pays qui comptent plus de PMP. À travers le monde, nous avons les États-Unis et la Chine. À travers l'Afrique, nous avons le Nigeria et l'Afrique du Sud. Comparé aux statistiques présentées pour notre chapitre de la RDC, vous constaterez, en tout cas avec moi, que nous sommes encore à un niveau très, très, très bas. Mais nous continuons à prêcher la bonne nouvelle. Nous poursuivons. Alors, au niveau toujours de notre chapitre, du chapitre de la RDC, il y a eu quand même de l'impact et de l'influence au niveau du Sénarec avec l'accompagnement pour l'acquisition de la licence ATP. Nous avons également ENA pour l'accompagnement de l'acquisition de la licence et ce qui autorise à ENA, bien sûr, de pouvoir délivrer des formations pour les certifications PMP, pour les organisations, etc. Nous avons aussi, en tout cas, de l'impact dans le secteur public avec ANAPI, avec Delivery Unit, en partenariat, bien sûr, pour le renforcement des capacités, mais également pour les formations. Dans le secteur privé, nous sommes toujours en termes d'impact et influence avec Orange, First Bank, Matadi, dans le cadre toujours des formations. Sans oublier le niveau académique, tout à l'heure, je l'ai dit, avec les clubs d'étudiants. Donc là, avec les institutions académiques, c'est pour justement former des clubs d'étudiants au niveau de ces institutions académiques. Excusez-moi. Alors, notre mission et vision pour 2026, 2025-2026, nous prévoyons des activités à impact social avec dans des espaces et dans des écoles, nous prévoyons des initiatives académiques. Nous prévoyons également le mentorat et accompagnement pour les entreprises. Nous prévoyons également des formations et certifications, toujours dans le cadre des entreprises publiques, privées. Et
Aussi, la mise en place de l'environnement projet pour des organisations. Donc, ce sont là on va dire, la mission ou les objectifs du PMI pour cette année 2026. Nous visons les jeunes, les étudiants, les professionnels, mais également les décideurs. Voilà un peu la vision de 2026 pour le PMI. Alors, ça, c'était la présentation du PMI, du chapitre de la RDC. Vous souhaitez devenir volontaire, membre, n'hésitez pas, en tout cas, à nous contacter, à nous écrire dans le chat pour toutes les informations possibles. Sans plus tarder, messieurs, mesdames et messieurs, nous allons entrer dans le vif du sujet. Excusez-moi. Alors aujourd'hui, nous parlons du management local à impact continental. Gérer des projets multi-pays avec succès. Notre intervenant du jour, vous l'avez certainement vu, et beaucoup ont apprécié son profil. Et je vais faire une courte présentation, mais je pense quand même que à travers cet échange, à travers notre échange, il pourra mieux nous expliquer son parcours, mieux nous en dire plus sur ce qu'il est, ce qu'il fait exactement. Monsieur Alain est chef d'entreprise, comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Il est chef d'entreprise. Il a été à la tête de RTL Congo, Kinshasa, RTL Congo Brazzaville, mais également au Niger et au Gabon. Sans compter cela, il a également aussi travaillé à Vodacom, Coca-Cola et ailleurs. Et aujourd'hui, il est cofondateur de Mansa et également administrateur à la BCC. Alors, je vais m'arrêter là parce que je sais que ce n'est pas tout. Il y a certainement beaucoup à dire. Je vais très rapidement saluer notre intervenant du jour, Monsieur Alain, si vous m'entendez. Bonsoir à vous. Bonsoir Marianne, bonsoir tout le monde. Bonsoir, en tout cas, nous sommes très ravis de vous avoir Marianne, je avec peux y nous. aller? Oui, je disais que nous sommes très ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui et merci d'avoir accepté notre invitation et surtout de disposer de votre temps pour cet échange. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi, surtout que je vais apprendre énormément moi aussi. Alors, nous allons commencer par le début, le commencement. Avant de parler de Monsieur Alain qui a été dirigeant d'entreprise, avant de parler de Monsieur Alain, cofondateur de Mansa, est-ce que Monsieur Alain peut nous parler de son parcours scolaire et académique? Ok, merci beaucoup Marianne. Marianne, je crois que j'ai fait une présentation que mon assistant vous a envoyée. Si vous pouvez projeter, ça permettra à tout le monde de suivre pendant que je parle. Écoutez, mon parcours, qu'il soit académique ou professionnel ou social, n'est pas du tout compliqué. D'un point de vue académique, j'étais à la maternelle ici au Flamboyant de Gombe, et puis j'ai fait primaire et secondaire les 12 ans au collège Boboto, chez les Jésuites. Et puis à l'université, j'étais à l'UNIKIN et j'ai terminé en Polytechnique comme ingénieur civil électricien et puis une maîtrise en télécommunications. Alors, d'un point de vue professionnel, Marianne, tu l'as mentionné, j'avais commencé ma carrière à BAT, ensuite Coca-Cola et Vodacom, mais ça n'a pas eu la même longévité que ce que j'ai passé, c'est-à-dire les 17 ans que j'ai passé chez RTL, en commençant par vente pour terminer directeur général les 13 dernières années au Niger, en RDC, au Gabon et au Congo-Brazzaville. Et donc, d'un point de vue parcours social, moi, je me définis comme un citoyen du monde. Ça veut dire que je ne suis pas restreint uniquement au Congo ou à mon petit patelin. Je suis un grand
Et, je suis un farouche ambassadeur. Tu peux mettre ça en mode diaporama, s'il te plaît, Marianne. Et donc, dans Mansa, que nous avons créé avec des amis, on essaie de promouvoir que l'Afrique se développe différemment avec ses propres modèles et puisse inspirer le monde dans le futur. Alors, slide suivante, s'il te plaît. Mon histoire avec la gestion des projets, c'est que au départ, c'est totalement intuitif. Pardon, j'ai une approche. Pardon. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, j'ai une approche project management par intuition, je veux dire, dans tout mon parcours. Et on a eu, entre 2014 et 2016, un contact fortuit avec le past president Dani Biabene, avec qui on travaillait étroitement, qui m'intéressera à l'idée qu'il nourrissait avec certains professionnels de délivrer le chapitre PMI. Et donc, c'est comme ça que je me suis embarqué dans l'aventure et aujourd'hui, je suis content de partager cette expérience avec vous. Alors, du local à l'international, quand on veut parler de la gestion des projets ou de l'impact du management des projets, je dirais qu'il y a une trame qui est constante pour tout le monde. C'est certaines valeurs universelles. Je cite le respect, l'équité ou l'empathie. Mais surtout, je crois, ce qui sera déterminant, valable, c'est ce leadership participatif où on consulte, on demande des conseils, on demande des contributions à un maximum de personnes, même si, en fin de compte, c'est quand même soi-même qui décide ou qui décidons de telle ou telle orientation. C'est-à-dire que le fait dans le management des projets, qu'ils soient locaux ou internationaux, à la fin, c'est juste un projet qui est délivré, mais dans une géographie différente. Ça veut dire que l'approche projet ne va pas changer les choses outre mesure. Par contre, le leadership participatif, où vous essayez au maximum de recueillir les inputs autour de vous, des équipes, des collaborateurs, des clients, cela va vous aider énormément dans le succès et dans la performance d'un projet qu'on mène à ce niveau-là. Next. Alors, slide suivante, s'il te plaît. Allô? On peut passer à la slide suivante? Oui, déjà. Non, la suivante. Les soft skills qui dominent sur les hard skills. Donc, nous avons et ça. Et nous avons les 3 leçons. Pardon? Vous pouvez Vous voyez regarder. mon écran? Je vois les performances. Oui, vous vous demandez cette slide. Oui, mais écoutez, on va vous renvoyer, on a dû vous renvoyer déjà une présentation, mais si vous pouvez regarder chez monsieur. Mais en attendant que vous êtes en train de manipuler votre ordinateur, je voudrais faire remarquer à tout le monde que, en général, il y a ce qu'on appelle les soft skills et les hard skills dans la vie ou dans la gestion des projets. Je vais vous donner quelques exemples ou une définition. Les
capacités rationnelles nécessaires pour administrer ou pour gérer un projet. C'est précisément votre diplôme d'État, votre diplôme et votre savoir-faire. On va dire que les hard skills, c'est votre capacité technique. Par contre, les soft skills appellent beaucoup vos capacités émotionnelles en termes de vos attitudes, vos comportements. Quand on parle de soft skills, il y a cette partie-là d'empathie. Il y a beaucoup de choses qui montrent que, en réalité, c'est les soft skills qui dominent dans l'obtention des résultats pour qui que ce soit. Je vais juste vous illustrer une approche que j'ai souvent lorsque je dois prendre une opération. Je commence toujours, mais alors toujours, par consulter tout le monde, de la base au sommet de la pyramide. C'est-à-dire que, à l'époque, il y a 15 ans, je m'organisais pour que mon temps permette que je rencontre en one-to-one chaque employé, même s'il y en avait 300, je trouvais le temps pour les rencontrer un à un et je leur pose 4 questions principales. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je peux donner 3 exemples. Qu'est-ce qui marche bien qu'il faut continuer à faire? Qu'est-ce qu'on ne fait pas encore qu'il faut démarrer, qu'il faut recommencer à faire? Et enfin, s'ils étaient dans ma position, quelles sont les actions qu'ils feraient? Je me projette de la même manière lorsque vous devez attaquer et gérer un projet. Vous avez une équipe, il n'est pas mauvais de prendre l'avis des uns et des autres pour savoir comment ils auraient abordé la question et comment ils comprennent le problème. Marianne, tu peux continuer. Il y a des slides, des informations qui vont apparaître sur les soft skills et les hard skills. Alors, je recommande vivement cette approche-là participative parce que, comme j'aime à dire, on est quand même plus intelligent à 2, à 3, nos cerveaux réunis que tout seul. Donc, j'insiste sur cette question-là de participation. Alors, slide suivante, s'il te plaît. J'emprunte cette slide et quelques-unes qui vont suivre d'un grand frère qui est aussi dans la formation et dont les formations m'inspirent énormément. C'est Gilles Attaï du groupe GNA. C'est comme ça que vous voyez ce mur, lui il l'a appelé le mur de Conan Kwasi, mais on peut l'appeler le mur de Marianne, le mur de Alain, le mur de Matalanzambi. C'est l'histoire d'un entrepreneur qui a une école à construire. Il a une dizaine de classes à construire et 2-3 semaines, quand il vient sur le chantier, il voit cette grosse fissure dans le mur et catastrophe, il y a des délais qu'il doit respecter. Il voit tout de suite comment il va s'en sortir. Alors, next, s'il te plaît. Alors, vous voyez, dans la construction d'un mur ou dans un tel projet, il y a plusieurs corps de métier qui interviennent. Et donc, la source de cette fissure, peut être multiple. Il y a plusieurs intervenants qui peuvent justifier. Mais en général, vous remarquerez, next s'il te plaît, qu'il y a 5 causes pour une mauvaise exécution. Marianne, slide suivante s'il te plaît. Et les 5 causes, c'est en général, premièrement, parce que nous ne comprenons pas bien la situation dans nous. Ce n'est pas tout le monde, toute l'équipe qui a la même compréhension du projet. Marianne, tu peux passer sur la slide suivante, s'il te plaît. La slide suivante. Donc, nous ne comprenons pas la situation, tout le monde de la même manière. Nous ne connaissons pas les priorités ou alors les objectifs ne sont pas clairs pour tout le monde et on ne sait pas par où il faut commencer. Et aussi, quand on n'a pas le sentiment d'être responsable de quoi que ce soit,
ou comptable de quoi que ce soit. On se donne la liberté de travailler selon sa compréhension et le résultat final, c'est justement ce mur fissuré. Au niveau des slides, ça peut avancer, Marianne? Tu es toujours sur le mur, j'ai l'impression. Nous sommes déjà au niveau de la planification stratégique. Ah, ben, alors, il y a un retard sur moi, mon device. Tu peux revenir sur la planification stratégique, les 5 étapes, s'il te plaît. Alors, les 5 étapes vous disent très rapidement que pour mener un bon projet, que ce soit en local comme en international, il faut rigoureusement respecter cette séquence qui consiste d'abord, au lieu d'aller très vite, et c'est ça notre réflexe, très vite dans les solutions, commencer par analyser la situation. C'est là que les questions comme les SWOT et autres se posent. Prioriser ce qu'on aura découvert comme force, faiblesse et gap avec les objectifs. Définir des objectifs clairs pour le projet et puis les stratégies et le plan d'action, puis l'exécuter. L'exécution est la pierre angulaire de tout, mais avant l'exécution, il faut qu'on ait une stratégie ou une approche, un plan d'action qui soit très clair. Et lorsque vous avez terminé cette phase d'exécution, il vous faut réévaluer, mais une réévaluation, c'est en fait recommencer l'analyse de la situation et rebelote ainsi de suite au cours du temps. Next. Alors, les outils comme le SWOT analysis ou bien les outils pour prioriser, je partagerai la présentation avec le PMI pour aller de l'avant, mais ça me fait chuter, Marianne, à la slide avec les principes et les exemples. Il y a une phrase qu'un célèbre musicien congolais avait l'habitude de dire « Batongaka mboka na maloba pamba te, malamu mosala eleka maloba na ebele ». Parlons idéalement de ce qui est exécuté, de ce qui est fait, plutôt que des projets et des projections. Sinon, on a beaucoup d'annonces et à la fin, on n'a pas les résultats attendus. Je vais illustrer ça différemment. Mieux vaut multiplier des inaugurations d'ouvrages, de bâtiments, de projets, plutôt que de multiplier les poses de première pierre. On le voit ici dans la ville de Kinshasa, les travaux qu'on commence ici et là, mais on ne les termine pas nécessairement et ça crée plus de problèmes que tout. Alors, quelques exemples où la transposition du local à l'international a vu dans ma carrière les choses avancer. Il y a les restructurations qu'on a eu à faire au Gabon, en RDC, au Congo-Brazza ou au Niger, où justement il fallait redynamiser les équipes des ressources humaines et le résultat dont je suis par exemple aujourd'hui fier, c'est que en 2014-2015, on a fait toutes les restructurations en RDC, même si je n'ai pas eu l'occasion de le voir au moment où c'est arrivé parce que j'étais déjà parti. Mais aujourd'hui, Airtel RDC est leader dans les télécoms alors qu'il était en 3e position il y a 10 ans. Et ce plan-là a réussi et a produit les effets qu'il faut. Et ça s'est reproduit au Gabon ou bien au Congo-Brazza aujourd'hui ou au Niger avant. Le projet Mansa aussi, c'est une belle illustration de comment on peut, think local, act global. Ça veut dire que
et on peut le dire dans les deux sens. On a, comment, on peut avoir des actions qui ont un impact continental ou large impact, mais il faut savoir que ça s'applique d'abord là où on est. Ça commence et ça naît à partir de là où on est. Et pour moi, un dernier exemple ou une dernière leçon que je retiens dans tout ce qu'on fait, en anglais, on le dit walk the talk, c'est-à-dire faire ce qu'on a dit. Mais je dis aussi dans l'autre sens, dire ce qu'on fait ou ce qu'on fera. Et ça, c'est la partie communication à part entière. Il faut apprendre, lorsqu'on mène un projet, à pouvoir partager, pas seulement avec sa hiérarchie, mais même avec ceux avec qui on travaille, euh, pour tenir ses paroles, ne pas dire quelque chose et puis être incapable de le délivrer. Mais de la même manière, ne pas faire des choses qui peuvent être positives pour le projet ou pour la communauté, mais quand on ne le dit pas, quand on ne le sait pas, ça laisse interprétation à qui veut et là où il veut. Next. Alors, les trois leçons clés que j'aimerais pour finir cette introduction, les échanges, c'est que, premièrement, soyez vous-même, soyez authentique en toutes circonstances. Lorsque vous devez délivrer un projet, vous devez délivrer un job, soyez authentique. N'essayez pas d'être fake, ça va vous rattraper, que vous le vouliez ou non. Deuxième, dans nos coutumes, on dit un seul doigt ne peut pas nettoyer tout un visage, et je crois que ça illustre très bien. N'essayez pas de le faire vous-même ou tout seul. Faites-le ensemble, c'est encore mieux, et partagez ce succès avec le maximum de personnes autour de vous. Et enfin, avant, je me limitais à échouer dans la planification, c'est planifier son échec. Je l'ai mis en anglais parce que c'est comme ça que ça, au départ, ça c'était. Mais depuis un certain temps, j'ajoute, pour être positif, que si échouer dans sa planification, c'est planifier son échec, ça veut dire que comment réussir dans sa planification, ben, c'est planifier son succès. Alors je dis, faisons-le à ma manière. Je vous remercie et je suis ouvert maintenant aux questions-réponses. Marianne, à toi de parler. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Alain. Nous avons entendu, en tout cas, je vous ai suivi attentivement. On va revenir sur cet aspect de l'échange en fonction de ce que vous venez de nous partager. Après votre parcours académique, est-ce que votre insertion dans le milieu professionnel a été spontanée, rapide? Parce qu'aujourd'hui, avec les jeunes diplômés, les entreprises leur demandent 3 années d'expérience, 4 années d'expérience, ils n'ont peut-être pas. Et on parle de recommandations, on parle de branchement. Est-ce que pour vous, c'était directement, vous avez eu aussi du support ou peut-être de l'aide pour que vous puissiez réellement commencer à travailler? Non, je dirais, j'ai eu, je reconnais toute la, toute la réalité que vous décrivez, mais pour partager mon cas, à l'époque, dès que j'avais terminé, il y avait un programme avec British American Tobacco, les Management Trainees, qui était publié dans Jeune Afrique et dans des journaux locaux. Et on est passé à travers une batterie de tests où on avait commencé, je crois, à une centaine de candidats pour finir à être pris à 3. Il y avait un management center qui a été fait au Pullman à l'époque, où on est passé par une batterie de jeux de rôle et compagnie. Donc, ça a été une sélection rigoureuse. Mais qu'à cela ne tienne, quelle que soit euh, la réalité, ne baissez jamais les bras.
Tout le monde va vous dire que c'est impossible, mais en réalité, il y a des moments où, justement, ça passe sans qu'on ait eu la recommandation ou bien le parapluie. Comme j'aime dire, 100% des gagnants à la loterie ont eu à tenter d'abord leur chance. Si tu n'as pas acheté de ticket de loterie, ne t'attends pas à ce que le jackpot tombe sur toi. Ça tombera toujours sur le voisin parce que toi, tu n'auras jamais testé. Donc, vous ne perdez rien à faire des applications spontanées. Vous ne savez pas comment votre baraka va jouer et comment cela va impacter. Même quand vous allez demander une aide ou un piston, c'est toujours bon de dire, j'ai postulé à tel endroit, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut regarder le dossier? Mais si tu n'as même jamais postulé, tu attends qu'on t'emmène le travail à la maison. Je ne pense pas que ça peut marcher ainsi. J'espère que j'ai répondu à la question. Et sans détour et sans tabou. Vous avez répondu à la question. Je vais passer à la suivante. Alors, toujours partant de votre parcours dans le milieu professionnel, vous avez travaillé ici, vous avez occupé des postes, on va dire, de direction ici au Congo, mais ailleurs. Lorsque des postes un peu plus importants se sont présentés à vous, est-ce que pendant un moment, il y a eu une sorte d'hésitation ou de doute? Vous vous êtes dit à un moment que vous vous êtes posé la question de savoir si vous étiez capable de pouvoir occuper ce poste ou vous vous sentiez déjà prêt à pouvoir occuper ce poste-là? Non, en toute humilité, jamais prêt à occuper le poste. Mais en réalité, personne ne naît DG ou directeur. Et même si tu as déjà été directeur ou directeur général quelque part, euh, lorsque tu changes d'environnement, tu ne connais pas cet environnement. Donc, je crois que il faut aborder ces questions avec beaucoup d'humilité. Mais je le dis aussi maintenant pour les dirigeants. Euh, on oppose à le fait qu'on n'est pas sûr qu'ils vont être capables de. Mais il faut d'abord leur donner l'opportunité et les encadrer. Ça devient l'histoire de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qui vient avant? Moi, je crois que lorsqu'on a la bonne attitude, tout à l'heure, on a parlé des soft skills, lorsqu'on a la bonne attitude, en général, lorsqu'on vous donne la chance, vous aurez la capacité de vous y mettre. Même si ça va vous demander 3 fois ou 4 fois plus de travail que quelqu'un d'autre, mais si vous avez la bonne attitude, en général, ça finit par bien se passer. Vous allez apprendre, vous allez bien vous entourer, vous allez aller chercher les conseils là où il faut et ça vous permettra de décoller. Et comment? N'hésitez pas. Je prends un nouveau rôle. La première goutte fait peur. Mais une fois que vous êtes trempé, mouillé, ça devient un bain agréable. Donc, il y a moyen, effectivement, même si on n'a jamais été dans une fonction, il y aura toujours une première fois où on est directeur général, on est manager, ou on est ministre. Ça arrivera une fois. La première fois, ben, vous allez vous jeter à l'eau, mais au fur et à mesure, la confiance en soi va aller en augmentant. Mais même dans ce cas-là, ayez toujours l'humilité d'apprendre de l'environnement et du nouveau poste. Sinon, vous risquez de vous casser les dents. Ce qui a marché ici peut ne pas marcher ailleurs. Partant de cette phrase, ce qui a marché ici peut ne pas marcher ailleurs. Vous avez quand même été au Niger, vous avez été au Gabon, au Congo-Brazza et tout. Comment vous avez pu gérer, mobiliser ces équipes-là aux cultures, aux attentes qui étaient peut-être différentes? Ben, l'anecdote, je vais commencer par le Niger. Donc, je rejoins le Niger en 2010 en venant du Gabon où j'étais directeur de vente. Et le Niger, c'est ma première position en tant que directeur général chez RTL. Et je me rappelle toujours, mon patron me dit, Alain, c'est le seul pays dans mes 7 pays francophones qui a déjà eu à faire une grève réelle. Et que c'est des gens compliqués, fais attention. Ben, euh, en arrivant, choc culturel,
moi qui viens de l'Afrique centrale où comment on est à 90% chrétien, je ne dis pas de quel, mais chrétien, je vais dans un environnement où on est 90% ou 95% musulmans. Nous prions en tant que chrétiens, bon an, mal an, mais là-bas, c'est 5 prières euh, de rigueur. Et il y a une des prières qui, tenez-vous bien, il y en a deux, qui tombent à des heures compliquées. Il y en a une qui tombe vers 13 heures et l'autre qui tombe vers 16 heures. Eh bien, très vite, quand j'ai compris en arrivant, et on me l'avait dit dans les one-to-one, que attention, pour nous, c'est très important. Chaque fois que j'étais en réunion, à 13 heures, quel que soit le niveau, j'arrêtais la réunion pour leur laisser le temps d'aller prier et de revenir. Idem pour la pause de 16 heures. Tu ne respectes pas ça, on te catalogue comme étant le Satan en personne. Tu ne vas rien obtenir d'eux. C'est bête, c'est trivial, mais si tu passes à côté d'un tel détail, il y a un souci. Dans la même foulée, je viens de l'Afrique centrale où 1 ou 2 ans avant, un ministre au Congo-Brazza m'avait refoulé de son bureau parce que je n'étais pas en cravate, veste comme il se doit, en me disant que nous n'avons pas planté les choux ensemble et qu'on ne vient pas visiter un ministre de la République quasi nu. Je me retrouve dans un environnement où le ministre est d'une simplicité et d'une accessibilité sans pareil. Il reste ministre, mais tu le vois en train de manger à la main le méchoui avec vos employés parce que c'est ça leur culture. Et donc, le choc culturel est cinglant. Et pour que tu arrives à réussir, on a parlé du respect, il faut vraiment développer et cultiver et montrer ce respect-là envers les autres, envers les collaborateurs, envers leur culture, envers leurs convictions, et ne pas venir avec la stature de chef en disant que c'est eux qui doivent me suivre. Des fois, c'est le chef qui doit s'adapter du moment que ça n'entrave pas son objectif ultime. Merci. Toujours dans le même ordre d'idées, est-ce qu'il vous est arrivé, euh, une fois, peut-être tout au long de votre parcours, de sortir un peu du cadre des règles établies par l'organisation? Ça veut dire que vous vous êtes retrouvé dans une situation où peut-être respecter ou appliquer les procédures établies n'aurait pas fait avancer les choses et vous vous êtes dit que vous devez plutôt oser adopter une autre approche et qui s'est avéré être un succès. Ben, je crois que c'est toujours. Finalement, je suis un rebelle, mais il faut faire attention. Je ne vous recommande pas toujours la rébellion, mais je vous recommande vivement la conviction en vos valeurs. Je vais m'expliquer. Je crois que j'ai mis ça dans 2 slides, mais c'est passé très rapidement. J'ai dit qu'il faut rester authentique. Authentique, ça veut dire respecter ses valeurs. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est comment ne laissez pas compromettre vos valeurs ou vos principes pour faire plaisir. Lorsqu'on décide du right sizing le right sizing, c'est la restructuration, et ça s'est reproduit à Brazza ou au Gabon. En bon capitaliste, le groupe d'optimiser les packages, les exit packages que tu vas payer aux employés qui vont partir. Donc, on essaye de grappiller au maximum là où on peut. Et si allô? Oui, je dis, on ne va pas prendre un rang qui revient à ses employés. Ils ont délivré, ils sont en train de partir, pas parce qu'ils ont fait une faute, mais parce qu'il y a restructuration. Si on leur doit 1000, alors c'est 1000.
Si ce n'est pas le cas, je préfère que vous envoyiez quelqu'un d'autre pour le faire. C'est sûr que en ce moment-là, tu prends des gros risques, mais mieux vaut les prendre plutôt que de perdre son sommeil parce que tu t'es engagé avec le groupe dans une démarche qui n'est pas toujours intéressante. L'autre chose, vous savez, si vous regardez les procédures des groupes, en principe, même quand il y a un incendie, des fois, on te dit qu'il faut attendre la prouve qui va venir du groupe à Nairobi. Mais là, il y a le feu. Il faut être capable de prendre la décision au moment même. Prenez la décision que vous pensez être capable d'assumer, quelles que soient les conséquences que ça va emmener. À ce moment-là, vous êtes en harmonie avec votre propre conscience. Même si on vous chasse, vous dites, si je devais refaire, c'est ça que j'aurais fait. Donc, ne soyez pas rebelle pour rebelle, mais soyez fidèle à votre conviction profonde et défendez-la. Prenez le temps de la défendre. Et en général, si c'est du bon sens, ça finit par, par convaincre la hiérarchie. Ça ne veut pas dire qu'il faut être têtu. Il faut écouter ce qu'on vous dit parce que les autres aussi peuvent avoir raison que votre voix est totalement à côté de la plaque. Mais encore une fois, j'adore cette phrase. On est d'accord de ne pas être d'accord, mais chacun doit savoir quelle est sa place dans ce désaccord et quels sont les leviers qu'il a et quels sont les leviers que l'autre a. Et à ce moment-là, on peut continuer sans remords et sans regret. Allô? Oui, allô. Oui. OK. L'image semblait fichée. Je vous écoute. Je tiens juste à rappeler aux participants que si vous avez des questions, essayez de noter dans le chat. Comme ça, nous allons les prendre très rapidement. Mais en attendant, Monsieur Alain, Oui. vous êtes leader, chef d'entreprise, la gestion de projet, vous avez eu à pratiquer cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous affirmer réellement que la compétence de la gestion de projet ou la gestion de projet en soi a réellement une valeur ajoutée sur les décideurs, les dirigeants d'entreprise aujourd'hui? Marianne, je vais aller plus loin. Il Mhm. m'était demandé de décider la certification PMI serait l'une des conditions pour des promotions dans les entreprises. Pour la bonne et simple raison qu'au-delà des compétences techniques qu'on acquiert à l'université, les compétences de gestion de projet sont transversales. Ça veut dire que un plombier fait à un moment donné des projets. Un architecte, il est dans le mode projet. En fait, tout ce qui nous entoure, même quand vous devez accompagner vos enfants à l'école, ça peut être considéré comme un projet. En fait, tout dans la vie est projet. Et lorsqu'on maîtrise avec tous les standards internationaux, lorsqu'on arrive à maîtriser la gestion de projet en soi, même si on le fait empiriquement, mais le fait de l'apprendre, de pouvoir afficher que moi, j'ai été certifié, que je suis capable de gérer des projets, j'ai la présomption de savoir comment gérer les projets. Je pense que 80% de nos échecs là n'existeront plus. Prenez l'exemple, pour la plupart, on est à Kinshasa. Je ne suis pas sûr qu'un PMI certifié pouvait laisser que toutes les avenues, tous les travaux dans toutes les avenues se fassent simultanément. On allait au moins commencer à dire, OK, on va commencer par ça, on ferme là, on ouvre ça, on ferme là. Quelque part, c'est un manque de project management qui nous emmène dans ce trou. Mais Kinshasa, c'est une chose, mais on le vit chacun de nous. Quand tu arrives en retard à un rendez-vous, c'est parce que tu as manqué de project management à un moment donné. Entre le Yango qui doit venir 10 minutes, 15 minutes après, entre les embouteillages qui existent et qu'on connaît dès le début, il y a certainement des choses qu'on aurait pu faire dans la planification en amont pour éviter tel ou tel désagrément. Donc, je l'affirme haut et fort,
project management approach, c'est la clé pour réussir dans tout. Et si on peut en plus profiter du Project Management Institute qui a toutes ces formations autour de la gestion des projets, j'encourage énormément le maximum de personnes, surtout les jeunes, parce que vous savez, il est difficile des fois l'université du troisième âge pour certains, mais vous les jeunes, au même moment que vous êtes en train de faire vos diplômes de master, de licence, faites le bénévolat quand il y a l'opportunité. Passez, inscrivez-vous à ces différentes certifications. Demain, après-demain, ça deviendra clé dans la lecture de vos CV. Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, si j'ai 2 CV qui se valent et que l'un ajoute juste qu'il est volontaire ou bien il est PMI certified, à 95%, mon attention va se porter sur cette candidature-là. En tout cas, il y a une présomption positive pour cette candidature plutôt qu'une autre. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Alain. C'est valable, Marianne, c'est valable aujourd'hui pour l'anglais et pour l'intelligence artificielle. Il n'y a pas que le project management. Aujourd'hui, je crois que les 3 compétences qu'il faut se battre pour avoir et pour se donner les chances d'aller de l'avant, de réussir, il y a le project management, il y a l'intelligence artificielle et puis la langue qui se parle au paradis du business, pour le moment l'anglais. Peut-être demain le mandarin, mais aujourd'hui c'est l'anglais. D'accord. Alors, très rapidement, je vais prendre la première question de monsieur Emmanuel Badibanga. Monsieur Emmanuel Badibanga dit ceci. Monsieur Kacha, merci pour cet exposé très éclairant. Votre parcours et vos expériences dans les multinationales comme BAT, Vodacom, Herstel est vraiment inspirant. En tant que jeune Congolais, je me demandais comment pensez-vous, à travers votre expérience, vos initiatives, aider et accompagner la jeunesse congolaise à développer les compétences et l'état d'esprit nécessaire pour relever les défis et saisir les opportunités à l'échelle continentale. Merci beaucoup, Emmanuel, pour la question. Je crois que ce qu'on est en train de faire, c'est déjà ça. Je suis bénévole et volontaire partout où je peux partager mon expérience ou échanger, discuter. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de rencontrer tout le monde en one-to-one, mais quand il y a l'occasion, en tout cas, ma porte est ouverte pour en discuter. Mais je vous encourage justement à travers des organisations comme le PMI, lorsqu'ils organisent des conférences, je suis en général partant pour animer et partager mon expérience. Et donc, le premier point, c'est vraiment ça. Partager cette expérience, discuter à bâton rompu. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais ma contribution est là. Et j'essaye aujourd'hui, lorsqu'il y a des institutions qui donnent, qui donnent des formations en management ou d'être conférencier, d'être invité et de partager avec les étudiants cette expérience. On le fait avec SMK, on est en discussion par exemple avec l'ENA. Enfin bref, ça se multiplie pour que justement, et j'y crois, que la jeunesse soit de plus en plus exposée à ces réalités. Et moi, je dirais même que pas déjà au niveau de l'université seulement. Il faudrait qu'on voit au niveau des dernières années du secondaire comment on peut avoir 1, 2 conférences annuelles avec ces jeunes-là pour que, quand ils sont en train d'entrer à l'université, ils partent déjà nourris ici et là avec ces enseignements. Donc, je suis plutôt engagé et bénévolement pour partager cette expérience avec vous et je crois que c'est la meilleure des manières de transmettre et de partager ses connaissances. Et surtout que dans ces échanges, Dieu merci, moi-même j'apprends et je m'enrichis chaque jour. Donc, c'est un win-win pour nous tous. Merci, M. Alain. Je vais passer à la deuxième question de M. Fabrice. Il dit que son entrée dans le monde professionnel est le fruit de l'un de vos projets.
le programme RTL Jeunes Talents Professionnels. Alors, sa question est la suivante. Vous avez prôné le style managérial participatif dans votre speech. Comment parvenez-vous à gérer les limites inhérentes à ce type de leadership, notamment la lenteur et les coûts potentiels liés à la prise de décision, le risque de dilution, mais aussi les responsabilités ou de perte de contrôle, ainsi que les conflits ou encore les phénomènes de pensée de groupe? OK. Merci beaucoup, Fabrice. Ça me permet d'éclairer ou de clarifier ma pensée. Pour ceux qui ont travaillé avec moi, il y en a peut-être certains qui sont dans la salle. Il y a une phrase célèbre que j'aime prononcer. L'entreprise n'est pas une démocratie. Je répète, l'entreprise n'est pas une démocratie. Quand je parle de management participatif, ça ne veut pas dire que tu vas commencer à prendre les décisions par vote. Tu entends ici, tu entends là, et puis qui est pour, qui est contre. Non. Le management participatif, c'est pour que le décideur que tu es puisse prendre une décision informée par les contributions des uns et des autres. Mais à la fin de la journée, un chef est seul. Il est seul parce qu'il a le gros salaire, il a le plus gros salaire théoriquement de la société, mais il est seul parce que quand le bateau coule, il est le premier et l'unique. Quel que soit ce qu'on mettra en avant comme raison, à un moment donné, ta responsabilité de chef peut être mise en jeu. Comment? Si c'est un collaborateur qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, c'est peut-être parce qu'il n'a pas été formé ou parce qu'il n'y a pas eu de sanction. Mais qui devait sanctionner, c'est toi le chef. Participatif. Mais je ne vous recommande pas la collégialité dans la décision ou dans la responsabilité. Vous vous assumez et vous allez de l'avant. Le fait de prendre plusieurs avis ne doit pas influencer le temps de décision. C'est-à-dire, vous ne devez pas dire j'attends de consulter pour décider. Non. Si tu dois prendre la décision dans 1 minute, tu la prends intuitivement. Si tu as 15 minutes, tu as le temps de poser la question à 3-4 personnes, tu as toi-même ta réponse et puis tu décides quelle est la voie que tu suis. Mais il n'est nullement question d'être attentiste et de dire OK, il n'y a pas de responsable, on a pris une décision collégiale commune. Non, il n'y a pas de décision. Il y a quelqu'un qui décide et celui-là doit prendre les responsabilités. Maintenant, quand il vient le tour de partager les lauriers du succès, il faut être généreux. Même si c'est toi qui as pris la décision, il faut partager avec tous ceux qui ont contribué, et même qui n'ont pas contribué, qui vont prétendre qu'ils ont contribué. Ce n'est pas un problème, il faut leur laisser généreusement comme on dirait en lingala, badon douana succès wana. Mais quand ça échoue, il ne faut surtout pas dire que c'est la faute au chef, c'est la faute aux équipes. La faute, c'est toujours, à la fin, c'est le chef qui doit l'assumer. D'accord. Merci, M. Alain. Nous poursuivons avec des questions. Je sens qu'il y en a beaucoup. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Alors, nous avons une autre question de M. Albert Kakanda qui dit ceci. Quelle serait la motivation ou disposition à prendre après échec de plusieurs projets? Avoir un parrain, il est important, ou devons-nous encore avancer d'échec en échec? Je sais que ce sont des questions que je trouverai en intégrant le PMI, mais je voudrais avoir une réponse par rapport à votre expérience. C'est Monsieur Albert. OK. Vous savez, la question de l'échec, il y a deux manières de le prendre, de l'apprendre, pardon. Un échec est une opportunité d'apprentissage. Et donc, soit l'échec, vous baissez les bras et puis vous êtes découragé, soit c'est votre courage de vous relever et de réessayer
qui fera qu'un jour, l'échec deviendra réussite. Sachez que les plus grandes réussites sont le résultat d'une série d'échecs qui ne disent pas leur nom. Le grand exemple qu'on a l'habitude de citer, c'est celui de Lincoln. Je ne sais pas, le président américain Abraham Lincoln, combien de fois il a échoué? Faites juste Google et voyez son histoire, vous verrez que l'échec là, c'est la prémonition à des réussites. La persévérance paye. Apprenez de vos échecs, vous n'allez plus refaire les mêmes erreurs à la prochaine tentative et donc vous allez vous rapprocher de plus en plus de la réussite. Parce que, tenez-vous bien, il y a des échecs qui peuvent ne pas dépendre de vous. Je prends un exemple, tu prépares ton mariage en plein air et puis il y a les pluies diluviennes de Kinshasa qui viennent tout balayer. Ce qui devait être dehors se passe maintenant à l'intérieur. Est-ce que c'est un échec? Oui, peut-être par rapport au projet initial, mais tu apprendras que la prochaine fois, peut-être mieux vaut faire les fêtes en saison sèche et non pas en saison de pluie à l'extérieur. Et ça sera un succès la prochaine fois que tu vas le faire. Donc, l'échec, ne considérez pas l'échec comme une fatalité et puis une manière de baisser les bras. L'échec est une bonne opportunité pour rebondir et apprendre de ça et aller de l'avant. Merci. Alors, la prochaine question. Malheureusement, on ne saura pas prendre toutes les questions aujourd'hui, faute de temps. Il y a Monsieur Denis Chikoudi qui dit ceci. Par rapport au thème, comment mesurer cet impact international de succès, réussite par rapport à quel indicateur de performance? Non, je crois que je l'ai dit quelque part dans mon speech. International ou local, en réalité, c'est un projet dans une géographie donnée. C'est international juste parce que ça sort de votre environnement local. Donc, vous devez vous être fixé des objectifs et vous allez les comparer à ces objectifs-là spécifiques à l'endroit où le projet est en train de se dérouler. Et donc, si c'est au Gabon, si c'est aux États-Unis, si c'est n'importe où, ben, si on a dit qu'on doit construire 5 km de route, ben, c'est 5 km de route qu'on est en train de construire et vous allez mesurer le succès. Est-ce qu'on a construit les 5 km de route dans les temps, dans les budgets et avec la qualité qui va avec? Mais 5 km de route ou de bonne route à Kinshasa, au Gabon, aux États-Unis ou à Niamey, ben, c'est 5 km de route en bonne et due forme. Donc, et c'est ça qui est intéressant avec ce que le PMI fait. Voilà les Armstrong et autres en 1969 qui vont sur la Lune. Et en revenant, ils comprennent qu'en fait, tout peut être modélisé sous forme d'un projet. Et si on l'a bien géré, ben, on saura comment on fait marcher un homme sur la Lune et toutes les ambitions deviennent possibles. Donc, on est capable, avec les KPIs ou les indicateurs de performance qu'on a définis pour le projet, de dire s'ils ont réussi ou pas, quel que soit l'endroit où ça se passe. Donc, dites l'international, c'est un local ailleurs. Et ça devient tout à fait possible. D'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à la question? En tout cas, j'espère que vous avez répondu à la question de Monsieur Denis. Oui. Alors, on va très rapidement prendre deux dernières questions avant de chuter, parce que là, le temps nous fait défaut, il ne me reste plus que 10 minutes. Je vais prendre une question de Monsieur John et je prendrai une toute dernière d'une autre personne. Alors, Monsieur John dit ceci. Quelles étaient la place des mentors au début de votre carrière? Et si vous en avez eu, comment les avez-vous choisis? Et par quels critères? OK. Merci beaucoup pour la question. Ce qui est bien dans le programme de management training de BAT,
on avait les coachs et les mentors officiels. Ici, je comprends bien qu'il y a des mentors officiels et des mentors officieux. OK. Il y a des programmes qui montrent bien des mentors officiels, mais l'un des critères qui doit, qui doit peser dans votre choix, si le choix vous est donné, c'est l'exemplarité. L'exemplarité du mentor que vous choisissez. Si vous décidez de choisir un mentor Kuluna, c'est que c'est ça votre décision. C'est à lui que vous voulez ressembler. Donc, ne choisissez pas un mentor uniquement parce que il a une position intéressante qui pourrait éventuellement vous servir de tremplin. Regardez son exemplarité parce que il doit pouvoir vous aider même en dehors de l'entreprise. Aujourd'hui, en tout cas, je suis content d'avoir des mentis qui peuvent m'appeler du Niger, du Gabon, d'ailleurs, alors que je ne suis plus leur DG. En étant leur DG, j'étais même un mauvais mentor parce que, même quand ils font des efforts, ça peut avoir une connotation, c'est pas ce que c'est. Et donc, choisissez votre mentor en fonction de vos ambitions, en fonction de vos principes, de vos valeurs, et que ce soit un mentor qui les incarne au mieux, parce que lui vous montre comment accéder à des étages supérieurs en ayant ce genre de valeurs. On faisait la différence chez BAT, le coach, c'était ton manager direct. Pour le mentor, il devait être N plus 2. Il ne pouvait pas être N plus 1. Il ne pouvait pas prendre un mentor N plus 1. Il devait être N plus 2 ou N plus 3 parce qu'on considérait qu'il n'influait pas sur ta carrière en direct et il pouvait te guider. Mais après, chacun finit par découvrir, en plus de ses mentors officiels, des mentors vrais. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je travaille chez Coca-Cola de 2000 à 2003. J'ai gardé un mentor de Coca-Cola, Bill Egbe, parce qu'il m'a sorti une phrase un jour qui continue à me hanter jusqu'aujourd'hui. Il me disait à l'époque, on était en train de faire la restructuration chez Coca-Cola, 6000 personnes perdent leur emploi dans le monde et moi, je suis en train d'entrer dans Coca. Et lui, il me dit, Alain, tu vas avoir ta carrière, mais fais attention à une chose. Il ne faut jamais monter seul dans la vie. Illustre la chose en disant, tu sais, si tu montes tout seul et que ceux qui viennent en dessous de toi sont trop bas, le jour de ta chute, tu vas te fracasser parce qu'il n'y aura personne entre le sol et là où tu étais pour amortir le choc. Il dit, mais sois heureux quand quelqu'un qui était en dessous de toi monte. Parce que le jour de ta chute, c'est lui qui te tiendra par le col pour que tu ne tombes pas. Donc, pour moi, voilà un mentor qui m'a inspiré et qui m'inspire. Faites la promotion autour de vous. N'ayez pas peur de la concurrence ou de la promotion de vos subalternes. Développez-le. Rien ne dit que parce que l'accident de l'histoire a fait qu'aujourd'hui tu es leur chef, demain lui ne peut pas être ton chef. Regardez, je vais vous illustrer ça avec ce qu'on vit aujourd'hui. Le vice-premier ministre Mukoko Samba était vice-premier ministre. Judith Souminoa était sa conseillère. Aujourd'hui, elle est première ministre et lui, il est vice-premier ministre. Les exemples comme ça, vous en avez dans toute la vie. Arrêtez d'être ceux qui freinent les autres. C'est la sorcellerie pure et simple. Ne pensez pas que vous bloquez quelqu'un, c'est vous. Allô? Ah, je crois que j'ai répondu. Oui,
Ça avait craché un voir moment. quelqu'un qui vous inspire à ses valeurs. Oui? Non, je disais que ça avait craché un moment, je vous entendais plus, mais maintenant ça va. Ah, d'accord. OK. Alors, euh, il est 19h54 et nous allons finir dans 6 minutes. Malheureusement, nous ne serons pas prendre la dernière question, mais pour ceux qui vous suivent, euh, pour les 100 personnes, en tout cas, c'est plus de 100 personnes qui vous suivent en ce moment, monsieur Alain, pour les étudiants, les jeunes professionnels et même les professionnels qui ont plusieurs années d'expérience maintenant qui vous suivent, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de cet échange, de votre histoire, de votre parcours? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent absolument aujourd'hui? Euh, Trois choses et un bonus. Soyez authentique, soyez vous, travaillez en équipe et enfin, planifiez votre succès. Il faut avoir un plan pour avancer. Et pour terminer, un peu pour tout le monde, j'aime souvent dire qu'il y a trois composantes pour une ascension de manière générale, professionnelle, sociale ou whatever. La première composante, c'est nos attitudes, nos aptitudes, notre savoir-faire. Je suis ingénieur, je suis PhD, je suis techniquement le savoir-faire. La deuxième composante, c'est le savoir-être, c'est vos attitudes. On a parlé tout à l'heure de soft skills et de hard skills. Donc, les hard skills, c'est la première. Ça, on considère que c'est garanti. On ne discute même pas de ça. Donc, il faut que vous soyez très bon techniquement dans les matières qui sont les vôtres. Deuxième, c'est votre attitude. Comment vous vous comportez, comment on vous reconnaît, quel trait comment, spécifique à vous, votre authenticité dans votre manière de vivre. Et la troisième composante qui, malheureusement, ne dépend pas de vous, contrairement aux deux autres, parce que pour la première, vous pouvez vous former. La deuxième, avec les feedbacks, avec des efforts, vous pouvez améliorer votre manière d'être. Mais la troisième, c'est l'opportunité, c'est la baraka. Euh, ce n'est pas vous qui décidez le jour où votre patron démissionne et qu'il y a l'opportunité pour que vous montiez. Ce n'est pas vous non plus qui décidez de quand est-ce que même votre patron mourra. Il peut mourir et c'est une opportunité, vous allez monter. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il va être promu ou va être déplacé. Mais si les deux premières composantes étaient bonnes, étaient positives, le jour où il y a cette opportunité, il y a de fortes chances qu'on pense à vous pour monter. Donc, faites en sorte que l'opportunité rencontre des aptitudes au top et une attitude irréprochable. Vous avez la recette gagnante. Merci beaucoup, Marianne, pour les questions et pour cet échange. Et merci à tous les participants. Et ça sera toujours avec un plaisir que je reviendrai au PMI pour partager, pour discuter. Et ça me permet d'apprendre énormément. Merci beaucoup, Monsieur Alain. C'est nous qui vous remercions pour ce moment d'échange, pour nous avoir accordé de votre temps. Merci infiniment et j'espère que chacun a pu tirer une leçon qu'il pourra appliquer aujourd'hui, demain, on ne sait jamais. Alors, très rapidement, quelques petites communications avant de chuter. Pour tous ceux qui souhaitent rejoindre le PMI, devenir volontaire ou membre, les informations vous seront envoyées dans le chat. Donc, on va le mettre dans le chat, les contacts et autres. Et pour ne rien rater de nos prochaines activités, parce que ce numéro est le tout premier d'une longue série d'activités que nous allons organiser cette année. Alors, ne manquez surtout pas, allez sur nos réseaux sociaux, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce que nous préparons. Et une dernière communication pour les membres du chapitre. Il y a un mail qui vous a été envoyé
Alors, je vous prie de les consulter et surtout de vous préparer à la prochaine activité qui se tiendra ce 14 février. Ça sera le matin, ça ne sera pas le soir. Donc, ça sera le matin, prière de vous connecter, de vous enregistrer et de participer à cette activité. Alors, ça sera tout pour moi. Il est 19h59. Nous avons fini. Merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé à cette activité. Très belle soirée à vous et je vous dis à très bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup.